Bonjour à tous les deux. Merci déjà d'être venus pour discuter ensemble de votre travail respectif et puis de votre vision du monde. On est aujourd'hui à la cité scientifique, l'Université de Lille, en parallèle du RIAD, qui aujourd'hui a pour thème s'adapter ou s'effondrer. On organise nos premières journées nationales d'adaptation radicale francophone. Et dans ce cadre-là, voilà, cet échange qu'on a pensé intéressant. Donc, Makan Fofana, bienvenue parmi nous. Tu nous expliqueras un petit peu peut-être une petite présentation de ton travail. Et Laurent Fayeul, donc toi aussi, si tu peux présenter un petit peu ce que tu fais. Et bien, Laurent, si tu veux commencer. Ok, allons-y. Alors moi j'ai démarré une activité d'auteur en tant qu'auteur indépendant pour tester la viabilité le potentiel commercial, on va dire, de mes écrits. Il y a deux romans que j'ai publiés du coup en juin en tant qu'auteur indépendant, et dont un qui intéresse plus particulièrement votre structure, que j'ai intitulé Apocalypse Games. Et cette intrigue, je la fais se dérouler quelques semaines avant le déroulement des JO parisiens. Donc c'est de l'anticipation à court terme. Et l'intrigue se déroule avec une sorte de compte à rebours de J-10 jusqu'aux événements qui vont faire basculer et qui correspondent à ce qu'on peut nommer un effondrement systémique. Et cet effondrement, il est permis dans mon intrigue par une conjonction de plusieurs éléments, à la fois une succession de catastrophes climatiques et également des dysfonctionnements dans les chaînes de commandement qui sont censés réagir et protéger les populations et les territoires. Et c'est d'une certaine façon ce que j'essaye d'explorer, c'est une sorte d'effet cocktail. Plusieurs catastrophes climatiques et plusieurs dysfonctionnements, qu'il s'agisse de dysfonctionnements des institutions ou qu'il s'agisse de problématiques relationnelles qui font que les personnes qui doivent prendre des décisions dans mon intrigue ne s'entendent pas, n'ont pas envie de communiquer, alors que la situation fait qu'elles doivent absolument travailler ensemble pour préserver l'intégrité de personnes réfugiées d'une certaine façon, sinistrées en tout cas par les catastrophes climatiques. Donc ça c'est pour l'intrigue générale. Merci beaucoup Laurent. Makan, tu veux bien nous parler de ton travail ? Donc moi c'est Makan Fofana, écrivain philosophe, auteur d'un essai philosophique qui s'appelle La banlieue du Turfu. Turfu étant le verlan de futur dans lequel j'essaie de réfléchir à des nouveaux imaginaires concernant le rapport au centre et aux périphéries. Je suis aussi designer de démarches participatives, donc j'accompagne les citoyens, les structures, les organisations qui le souhaitent à penser une thématique en lien avec le futur, et j'aime bien aussi m'appeler ministre de la magie en charge du turfu, parce que le réenchantement du monde est pour moi un devoir un devoir et une mission que je dois accomplir. D'accord, super. Alors justement des imaginaires qui sont différents et qui pourtant peuvent se nourrir l'un l'autre et s'inspirer. Donc on est vraiment dans le cœur de ce que pourrait être une autre façon de voir et l'écologie et toutes les façons d'habiter ce monde. Oui. Vous aviez évoqué peut-être des points de convergence que vous vouliez évoquer ici ? Moi, avant de lire j'allais dire l'essai, mais je sais même pas si tu te reconnais dans ce terme d'essai. C'est pas le mot, c'est vrai. Parce que justement, moi, ma formation initiale, elle est en lettres modernes, et on a pris l'habitude un petit peu de tout rubriquer. Okay. Et j'étais parti avec l'idée, on va dire, de lire un essai. Après, je connaissais un petit peu Tana Édition, notamment Damien Deville qui a travaillé. En parcourant ton ouvrage,
je me suis rendu compte que non, essai, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait quelque chose qui correspond à la lecture, en tout cas à mon expérience de lecteur de la banlieue du Turfu. Et moi, ce qui m'a saisi, notamment chez toi, c'était à la fois, du coup, ce sera plutôt des points de divergence, Ouais. Cette intégration de la spiritualité, c'est ce goût pour la poésie. Et quand tu évoquais tout à l'heure le fait de réenchanter le monde, c'est quelque chose qui me saisit profondément en tout cas. Et le fait d'être, parce que quand on lit ton texte, on a un moment, j'étais presque en mode scansion. Je me suis dit, mais ce texte, il pourrait presque se lire comme, enfin, ça relève presque de l'épopée. Enfin, il y a un caractère très lyrique dans ton écriture. Je sais pas si c'est volontaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a beaucoup interpellé, donc c'était à la fois la spiritualité et puis ce souhait de continuer à croire dans les vertus de la poésie et de la capacité de réenchanter le monde. Là où on se retrouve, c'est dans tous les cas sur l'importance de proposer des nouveaux récits pour se projeter. Pour le coup, moi, je développe un récit catastrophe. Toi, tu proposes une porte vers l'espérance, et je pense que c'est une porte en tout cas. Il y a quelque chose qui relève vraiment de l'imaginaire et du construisons ce futur, ce turfu ensemble. C'est vrai que en vérité, c'est un format assez hybride qui s'inspire comme j'ai pas fait justement d'études littéraires, je suis parti de ce que j'avais en esprit, et en esprit j'avais différentes formes de lecture et de composition, et c'est ce qui a rejailli. Et moi je pense que par rapport à ton travail, il y a une divergence-convergence. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que ce besoin de réenchantement, il vient du fait d'avoir vécu un effondrement personnel, et c'est parce que j'ai vécu, sans rentrer dans le détail, un certain moment dans l'effondrement que pour moi c'était plus possible de continuer à vivre cette situation. Et donc entre guillemets, là où certains disent il n'y a pas le choix que la croissance, ou il n'y a pas le choix que la technologie, pour moi il n'y avait pas le choix que de rentrer dans l'imaginaire pour en fait construire une nouvelle relation au monde. Parce que le monde n'était plus pour moi habitable, clairement. Et quand je dis le monde, mon monde il commençait au quartier, dans mon quartier, dans les Yvelines. Mais finalement, au-delà du quartier, c'est ma relation au monde, ma relation au travail, ma relation avec mes amis, elle était plus habitable. Et donc j'ai besoin de reconstruire du sens, et le sens se construit à travers un imaginaire. Pourquoi ? Parce que dans le quotidien, quand tu vas avoir des dialogues avec des individus, ils vont te dire ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas bon. Mais le soir, quand tu plonges dans ton inconscient, il va faire des liens avec des choses que nous ne lions pas en temps d'éveil, et c'est ce qui va donner une nouvelle construction. Donc moi j'ai proposé, il me semble, ce parcours-là. Ensuite j'ai décidé de le transformer en méthodologie, en format d'atelier, afin de le partager à un plus grand nombre. Mais c'est vrai que on pourrait en discuter. Discutons-en. Ouais, de ce côté, on va dire que par rapport à ton livre, là on anticipe une catastrophe. Moi j'essaie d'anticiper un futur possible et désirable. Quelle émotion ça suscite chez toi d'écrire un tel livre? Quelle émotion tu souhaites partager à tes lecteurs? Et est-ce que tu souhaites que ces émotions soient politisées, ou c'est juste je souhaite qu'ils prennent conscience et moi j'ai fait ma part du travail? J'aurais tendance à répondre sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est d'abord que, comme une œuvre de fiction, elle se veut aussi œuvre de divertissement, en fait. Il y a je ne le présente pas, le roman, comme un roman à thèse ou un roman engagé. Je cherche pas.
je ne me sens pas dans une situation de lanceur d'alerte, par exemple. Je pense que d'autres le font bien, le font mieux que moi, le font de façon intense. Là, c'est vrai que, en revanche, ce qui me parlait, c'était tout le potentiel romanesque de ce que ça revêt, cette espèce de fragmentation de la société entre de plus en plus de monde qui s'empare de la question, de l'effondrement, qui l'étudie, qui le documente. Une bonne partie de la communauté scientifique, et si on est ici sur un campus universitaire, c'est loin d'être anecdotique également, une bonne partie de la communauté scientifique qui sait plus comment se positionner entre ses rapports, son devoir de réserve, le message assez catastrophique, et d'autre part, le travail de romancier, pour moi, il était aussi d'intégrer tous ces éléments-là dans la fiction, en justement veillant à ne pas rentrer dans un langage trop militant. Et cela étant, le propos, si on devait le résumer, le propos du bouquin, ça peut être proposer un scénario crédible d'effondrement à court terme. Voilà. Ça, pour le coup, ça rejoint un petit peu les imaginaires, mais sans vouloir le faire en tant que militant, qui est une casquette que j'ai eue, qui est une casquette à laquelle, d'une certaine façon, j'ai renoncé, je crois. Et aussi parce que dans le cheminement idéologique qui est le mien, le cheminement militant qui est le mien également, il y a un scénario qui n'est pas suffisamment exploré, que Adaptation Radicale propose, en tout cas d'étudier de façon plus sérieuse, c'est et si tout ce qu'on essaye de mettre en place ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et en cas d'effondrement réel, tel qu'il peut être décrit dans différents ouvrages, comment on fonctionne et comment, de fait, on s'y prépare comme un scénario parmi d'autres. Après, moi, j'entends parfaitement que peut-être il y aura des solutions. Personnellement, je miserai pas sur la solution technologique. Je pense qu'on est à bout des ressources énergétiques notamment. Et ce qui me semble le plus crédible, effectivement, c'est un effondrement. Alors après, est-ce que c'est à court terme, est-ce que c'est à moyen terme? J'ai envie de dire, c'est à l'échelle géologique, c'est même pas l'épaisseur du trait. Hein. En revanche, ce qui est certain, c'est que on ne s'y prépare pas suffisamment, et du coup, il faut pouvoir le documenter, il faut pouvoir l'imaginer pour se projeter dedans. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas d'ambition politique dans mon texte. Et c'est rigolo que tu emploies ce terme-là, parce que j'ai relevé à plusieurs reprises l'emploi du mot politique dans la banlieue du Turfu. Une première fois pour t'en dégager, justement. Le terme revient à d'autres reprises où tu l'intègres. Et alors du coup, je savais pas si c'était une volonté de dire je mets un pied dedans mais j'ai un pied à l'extérieur en même temps, ou bien si au contraire ça révèle une forme de malaise de se dire on sait qu'on en a besoin de la politique, mais en même temps on n'arrive pas trop à lui faire confiance parce que mal calibré, parce que plus outillé, parce que constitution de la 5e République pas adaptée à la réalité du moment. Et je sais pas ce que ça. Je pense qu'il y a un paradoxe que j'essaie de résoudre inconsciemment, on va dire, dans ce livre, mais que j'essaie de résoudre toujours maintenant. La première chose, c'est de commencer le livre en disant quand j'ai appelé ce livre La banlieue du Turfu, j'avais conscience qu'avec le terme banlieue, comme des aimants, il y a des imaginaires qui vont entrer dans la tête du lecteur, et je voulais dégager un peu ça dès le début du livre en exprimant l'idée, la banlieue que moi je conçois, je pense que c'est pas la même que celle que vous concevez. Et donc ce sera pas un livre entre guillemets politique, même dans le sens oui mais non tu fais de la politique parce que au sens grec de la cité, etc. Oui d'accord, merci.
je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant, on n'entre pas encore on n'est pas encore sur ce plan-là. Et en même temps, comme tu le dis, au bout d'un moment, c'est difficile pour moi, c'est pas concevable, surtout de parler d'un espace imaginaire sans atterrir quelque part avec des choses qui concrétisent un peu ce projet politique. Donc vraiment, l'idée pour moi, c'est de dire, c'est pas parce que je parle d'imaginaire que je vais rigoler avec vous dans ce livre, qu'à la fin, j'ai pas un projet politique au sens de comment s'organiser pour répondre à certaines problématiques qui peut-être certains politiques comme nous les connaissons, eux-mêmes ne pourront pas y répondre. Donc comment utiliser un mot qui est très galvaudé, qui est très compliqué, en même temps en partageant à mes lecteurs l'envie quand même d'aller au bout des choses. Donc à la fin ça donne ce paradoxe que je n'ai toujours pas résolu, mais idéalement pour moi c'est quand même qu'en rencontrant tous ces citoyens à travers leurs imaginaires ou leur fiction, leur anticipation, qu'on puisse quand même arriver à un projet politique. Quand même c'est l'idéal, ça reste l'idéal pour moi. C'est un idéal encore un peu loin, mais ça reste quand même pour moi une forme de concrétisation. Mais franchement c'est difficile parce que comme je discutais avec Virginie, c'est dans les imaginaires on se rend compte aussi des différences pas forcément entre deux communautés, en différence entre deux personnes qui ont vécu dans le même bâtiment toute leur vie. Ils n'ont pas eu l'occasion de discuter d'imaginaire à imaginaire, ils n'ont pas, et pour moi l'imaginaire est de base conservateur. Les deux bases, il va chercher à conserver, et de base il est ancré plutôt dans le passé parce que il s'est structuré ainsi. Donc là où quelqu'un va chercher à transformer quelque chose rapidement sur un certain sujet, par exemple, je dis n'importe quoi, sur la musique, le participant va chercher à conserver un style de musique, à conserver un style de spiritualité, à conserver, quand l'autre va dire bah non, c'est qu'on n'en a plus besoin. Et donc ça crée beaucoup de débats. Le caractère politique, pour moi, il réintervient à nouveau en tant que matériau, mais matériau littéraire du coup. Et c'était intéressant aussi de mettre dans la fiction des termes qui normalement qu'on retrouve plutôt dans des essais, dans des discours partisans. Et il y a notamment, c'est pas vraiment une réflexion, mais c'est tout un décor autour de la disparition de l'État-nation et sur la suite donc sur l'après. Il y a également dans le besoin de reconstruire avec du collectif des notions qui sont développées par le municipalisme libertaire notamment, et le besoin de travailler en commun, et ce qui ne pourrait correspondre aujourd'hui avec les outils constitutionnels dont on est équipé à de la démocratie continue. Donc c'est même pas de la démocratie directe, ce serait juste de la démocratie continue. Et là actuellement on n'a pas d'exemple, en tout cas pas en France. Il y en a un petit peu au Danemark. Après ça s'accompagne systématiquement un petit peu de dérive avec les consommations des comportements toxicodépendants, qui du coup viennent contredire le projet et la réussite de ce genre de projet. Mais c'était intéressant quand même de l'aborder et de le déployer, mais même si pour moi ça reste juste des éléments de décor. Cela étant, d'une façon générale, je comprends mieux le monde, moi, à travers les romans, à travers la fiction. Ça, peut-être par rapport à des mécanismes d'empathie, pour moi c'est plus simple d'habiter le monde, pour reprendre la très jolie expression que tu employais tout à l'heure. Pour moi c'est plus simple d'habiter le monde par ce prisme-là. Alors, je vais reprendre ton terme aussi et marcher dans tes pas. Du coup, peut-être qu'inconsciemment, il y a
une démarche politique aussi dans l'ouvrage, mais ça reste plus simple, en tout cas pour moi, de conserver la posture et de le présenter avec la casquette un peu d'amuseur, on va dire. Et d'ailleurs, tout au long de l'intrigue, en dépit des catastrophes qui s'accumulent et qui accablent les personnages et les territoires, tout cela est traité avec beaucoup de légèreté, beaucoup de sourire. C'est un petit peu l'effondrement à la fraîche, en fait. Hein. C'est comme si, non pas comme si c'était cool du tout, hein, mais comme si le caractère inévitable de la chose rendait c'est comme si c'était plus supportable de présenter ce déroulement-là avec le sourire. Et d'une façon générale, si je le transpose à la réalité, donc je m'extire de la fiction, il y a une forme de gâchis incroyable dans notre humanité, dans notre civilisation, qui est incroyablement équipée, incroyablement intelligente, incroyablement tout, en fait, et qui pour autant ne fait que tirer vers le bas et on nous dirigeait vers une catastrophe. Je dirais que c'est vrai que cette notion de effondrement, je la vis aussi de manière collective dans mes ateliers. Et je vais aussi parler de la joie après, mais je vais y revenir après. Mais en atelier, mon travail, c'est d'accompagner les citoyens à, entre guillemets, développer des futurs désirables, appelons ça autrement. Mais il se trouve qu'au début de mes premiers ateliers, 60% des participants créaient des dystopies. Bon, on pourrait discuter de dystopie et effondrement, c'est pas la même chose. Mais la plupart des participants, quand on leur demandait d'imaginer des mondes ou des fictions, bon là on pourra aussi revenir aussi sur la différence entre un monde et une fiction, ils vont se précipiter sur la création de dystopies. Et moi j'en ai eu marre. J'ai dû un peu parce que moi je suis designer, c'est-à-dire que designer, je vais créer une démarche pour que les participants puissent imaginer. Mais designer, ça veut dire aussi celui qui va être en capacité de concevoir des services, des produits, des solutions par rapport à son environnement. Ou un designer social qui va essayer de régler certains problèmes systémiques par rapport à ce qu'il a observé de son environnement. Mais mon travail aussi, c'est que ces solutions, services soient co-conçus. Donc c'est pas moi le designer qui vient en atelier avec des solutions que j'ai mâchées dans ma tête et je leur dis tenez, regardez et discutez. Non, moi je fais la moitié du chemin et encore des fois je fais même pas la moitié, je fais juste le cadre en espérant que les participants conçoivent des manières de faire différentes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais avant d'arriver à cette étape-là, une partie des participants, 70% parfois, sont déjà dans une démarche de dystopie. Parce que le monde part en vrille, parce que voilà, bref, toute une rhétorique qu'on pourrait discuter par rapport à l'effondrement. Et moi, ce qui me dérange, c'est que quand ils vont concevoir ces espaces dystopiques, ça ne va pas aider les participants à ensuite concevoir, par exemple, des manières de faire démocratie. Moi, ce que j'aime dans la dystopie, c'est comme les choses sont dérégulées, il n'y a plus vraiment d'État, on va faire différemment. Avec des moyens du bord, mais on va faire différemment. Un peu comme ce qu'on peut voir dans des fictions punk ou des choses comme ça, où, ok, il n'y a plus le maire, il n'y a plus l'État, mais nous, on va continuer à s'organiser, même si on est dans un désert. Moi, je pars du principe que même si je suis dans un désert, je dois pouvoir essayer de faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai essayé de pousser un peu plus les participants à aller vers des mondes. Moi, j'aime pas trop le terme. Je suis ni dans la dystopie ni dans l'utopie, mais ce qu'on appelle, c'est un mot technique, hétérotopie, c'est-à-dire une utopie qui toujours se reprend, se corrige, se modifie parce qu'il n'y a pas de moment idéal où tout est bon. Mais c'est un niveau complexe
qui n'est pas toujours facile de partager avec des participants, surtout qu'ils n'ont que 3 heures. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis obligé de me positionner, entre guillemets, politiquement, pas au sens politique, mais de me dire, je dois, en tant que designer, intervenir pour que les participants se cassent un petit peu la tête à sortir de ces dystopies, qui sortent aussi de Netflix, qui sortent aussi de l'anxiété, qui sortent aussi de plein de facteurs. Je veux bien ton avis après sur la question et comment toi tu vis ça, ou comment dans les milieux où on pense l'effondrement on vit ça. Et ensuite, dans mon livre, moi je suis parti du principe que j'ai vécu un effondrement personnel pendant quelques années. Et pourtant, j'ai vu des merveilles. Moi, vraiment, je suis désolé. Effondrement, moi, vous me dites ce que vous voulez. Tous les jours, il y a des choses qui m'émerveillent. Des choses simples. Hein. On a parlé de la beauté du vivant. Moi, quand je prends le train pour sortir de Paris, moi, le paysage, c'est un paysage, mais c'est un paysage pendant 2 heures, je regardais le paysage. Donc, et ça, c'est les merveilles du vivant, ou les merveilles de la nature, ou les merveilles de la civilisation, c'est des choses qui ont été pensées par des artistes, des penseurs, des philosophes, et des inventeurs et des géographes, pour arriver à Spinoza qui dit que la joie est plus féconde que la colère ou tout type d'émotion. Donc moi, je peux pas être éco-anxieux. Je dis pas que j'ai jamais été anxieux. Je dis que depuis que je suis entré dans cette démarche, je dis pas que c'est la joie éternelle et sublime, mais quelque part, je suis pas loin. Vraiment, même si demain le soleil tombe sur nos têtes, moi je vais pas aller me terrer je vais savourer les derniers moments de mon existence. Mais encore une fois, c'est plus lié à moi, à ma spiritualité. Et donc, j'ai pas ce rapport, c'est l'effondrement, en fait, je suis pas anxieux. Au contraire, j'ai encore plus envie de vivre. Et en même temps, en tant que designer, voilà, je dois quand même participer. Et tout ce que tu dis, franchement, et tout ce que se propose Adaptation Radicale, on va quand même anticiper, pas rentrer dans le déni et essayer de trouver des solutions, des réflexions, au minimum des discussions, au mieux des propositions, et encore mieux un projet politique. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre, ou plutôt dans le désordre. Sur le caractère éco-anxieux, alors c'est rigolo parce que c'est un terme qui revient de temps en temps parmi les retours de lecture autour de Apocalypse Game. J'ai notamment une chroniqueuse qui, au-delà du fait, avait mis un petit avertissement, justement public averti par rapport à la lecture du bouquin, avait intitulé sa chronique « Êtes-vous éco-anxieux ?» Et j'étais très surpris en fait par cette accroche. D'une part parce que moi je me reconnais pas du tout comme éco-anxieux en fait. Ni à titre personnel, ni même dans on va dire le double narrateur qui déroule l'intrigue dans mon roman. Cette joie, cette capacité à l'émerveillement que tu décris, l'émerveillement autour du vivant, elle m'habite également au quotidien. J'ai également la chance d'avoir des filles, des enfants, et je m'émerveille, elle m'émerveille chaque jour là. Des fois elle m'ennuie aussi un peu, mais l'émerveillement en tout cas il est très présent. Par rapport au vivant, par rapport au potentiel, par rapport au futur, par rapport au turfu. En tout cas, du coup, je partage totalement, pour le coup, non pas ton refus de l'éco-anxiété, parce que les gens qui le sont, peut-être que c'est juste une maladie, ou peut-être que c'est juste un temps, peut-être que c'est juste, un passage avant autre chose. Dans ton intervention, tu évoquais également l'importance du collectif. Et le regard que moi je pouvais porter par rapport à ça. Et à vrai dire, j'ai pas ton expérience par rapport à l'écriture, puisque toi les différents ateliers que tu animes ont alimenté ton travail d'écrivain.
que, à l'inverse, dans ce qui me concerne, l'intégralité du travail s'est faite de façon solitaire. Alors, à la marge, j'ai pu demander des conseils sur des problèmes de concordance des temps ou sur des problèmes de crédibilité. Quand je fais intervenir des personnages qui ont une culture maori, j'avais besoin de m'assurer que la terminologie était la bonne, que la représentation du monde était correcte. Mais au-delà de ces éléments-là, qui sont des éléments marginaux dans la composition et le travail d'écriture romanesque, le travail il a été éminemment solitaire. Pour autant, dans la façon dont mes personnages interagissent, notamment une fois que la procédure d'effondrement est arrivée à son terme et qu'on arrive à l'après, et où il y a ce travail de reconstruction, de reconstruire ensemble, il y a deux éléments qui m'ont surpris moi-même dans l'écriture, alors que j'avais ce que j'évoquais en off, j'avais un post-it pour chacun de mes 100 chapitres et que ensuite le travail d'écriture faisait que j'étais censé ne faire que décliner le récit. Et pour autant, je me suis rendu compte qu'il y avait, et ça fera le lien avec un des R de l'adaptation radicale qui est celui de la réconciliation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que c'est le dernier des R, de ces fameux 4 R. Le fait qu'on ne choisira pas avec qui on reconstruira. Il faudra, dans tous les cas, faire avec ceux qui sont encore présents, indépendamment de ce qui s'est passé avant, notamment puisque j'évoque les coulisses du pouvoir décisionnel et du pouvoir politique. Donc ça c'est le monde d'avant. Et dans le monde d'après, cela se retrouve, cela continue à vivre. Et il y aura donc un gros travail à effectuer qui ressemble un petit peu, je trouve, au sens premier d'amnistie générale, d'amnistie internationale. Voilà, comme s'il fallait vraiment, il faudra accepter de faire table rase des dissensions du passé pour pouvoir reconstruire quelque chose ensemble. Et en même temps où ça a émergé, cette espèce de prise de conscience dans le travail romanesque, est venue se greffer chez moi la question, mais est-ce que ce sera possible ? Est-ce que ce sera possible ? Et là, tout à l'heure, tu évoquais le paradoxe politique que tu as soulevé et auquel tu n'as pas répondu. Là, pour le coup, c'est une question inattendue dans le développement de l'intrigue qui est venue un peu violemment exploser à ma face et à laquelle je n'ai pas répondu. Et je ne sais pas répondre. Mais là, pour le coup, on est sur un versant d'un futur peu désirable. Et pour autant, même s'il est peu désirable, il demeure crédible. Je pense qu'il est... je suis pas sûr qu'il est peu désirable dans le scénario, mais je t'assure que les... en tout cas, de ce que j'ai vu des participants, ils aiment les scénarios catastrophes. Et une des explications, c'est... je parle pas pour l'effondrement, vraiment, qui est un concept scientifique avec des faits, des chiffres, des démonstrations, mais plus de comment c'est perçu au niveau psychologique. L'effondrement, c'est l'occasion aussi de tout dire, de se purger, une catharsis, on va dire ça comme ça. Et c'est très bien, et peut-être qu'on en a besoin. Ça dépend de la perspective de l'atelier. Donc, si tu entres en atelier en se disant ça va être un espace où les individus vont pouvoir exprimer
leur imaginaire. Et donc, comme adaptation radicale, avoir une discussion sur ce qui ne va pas, c'est réussi. C'est réussi. Mais si tu rentres dans l'atelier avec une perspective de designer, c'est un peu plus mitigé, parce qu'on est sorti avec on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, le monde part en vrille, sans avoir essayé d'imaginer ce on va pouvoir faire dans ce monde, qui part en vrille. Et c'est vrai que la question du collectif, elle est, en parlant d'éco-anxiété, ça me fait penser que finalement j'aime de plus en plus cette notion d'effondrement en discutant avec toi, parce que je pense quand tu es un enfant d'immigré, tu as vécu déjà des multiples effondrements qui vont créer une espèce d'anxiété chez toi. Sauf que c'est une anxiété qu'on va pas pouvoir discuter entre nous. Je suis en train d'inventer un concept comme ça, mais l'anxiété que de plus en plus de gens ressentent par rapport à l'environnement, à un effondrement possible et au changement climatique. Moi, je l'ai vécu je l'ai beaucoup vécu dans mon enfance, dans mon adolescence jusqu'à maintenant, le fait d'avoir cette conscience historique, qui n'est pas toujours historique, qui peut rentrer dans le domaine du fictionnel, que autrefois j'ai été entre guillemets un descendant d'esclaves, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que je suis noir que j'ai été un descendant d'esclaves, mais beaucoup de gens font cet amalgame. Ensuite, la colonisation est une autre forme d'effondrement encore, et le dernier effondrement, mais ça ce sera plus peut-être pour la discussion de cet après-midi sur la mésologie du turfu, donc la présentation du projet de mon prochain livre. Vivre dans un quartier a été aussi vécu comme une espèce d'effondrement, dans le sens où comme une espèce d'anxiété, pardon. Et tout ce parcours-là, qui s'accumule, crée des individus anxieux en société. Et quand tu vas leur demander ensuite d'avoir des réflexions en plus sur une autre forme d'effondrement ou sur l'écologie, là ça devient, c'est plus possible. C'est pas tenable. Et finalement, comment articuler le fait que des individus sont devenus anxieux par rapport à la conscience de ce qui se passe au niveau environnemental, tardivement, on va dire ça comme ça. Et moi, ça fait 300 ans que je porte le fardeau de l'anxiété avec les gens que je vais. Et je précise, cette anxiété, elle est semi-imaginaire, c'est-à-dire elle vient de faits historiques, mais qui viennent de tellement loin que je peux pas te prouver, je peux pas te dire que en fait oui, je suis descendant de tel événement. C'est une histoire qu'on se raconte. Et c'est une histoire qu'on se raconte parce qu'on pense que ça fait partie de notre identité, mais en même temps, cette identité a un effet de poison puisqu'elle véhicule de l'anxiété sur plusieurs générations. Et c'est pour ça que j'ai aussi parlé d'émerveillement. C'est consciemment, je voulais apporter un antidote à cet sentiment de se dire je suis pas à ma place, ou de se dire je vais pas trouver de travail, je vais pas trouver d'appartement, ou de se dire que je dois travailler 3 fois plus. Bref, toute une narration qui conduit à ce que moi j'appelle c'est la dystopie urbaine en fait. Vivre dans un quartier, c'est déjà vivre dans une espèce de bulle d'effondrement, de bulle apocalyptique qui n'est même pas forcément réelle. Et je le dis vraiment parce que un quartier du 93, où là, en effet, il y aura des problématiques de place, ce sera très très enclavé avec beaucoup d'urbanité, beaucoup de béton. Moi, j'ai grandi dans les Yvelines, donc mon quartier s'appelle le Bois de l'Étang, donc j'habite à côté d'un étang et d'une grosse forêt. Et pourtant, culturellement, je vais vivre comme si j'habitais dans un quartier, comme dans les films à la télé, la haine et tout. Non, j'ai vraiment grandi dans un quartier, entre guillemets, parce que c'est une ville nouvelle, 50 ans d'Yvelines, c'est une ville nouvelle, donc je pense que dans les années 70, quand ils ont construit ce quartier-là, tout de suite, il y a eu un travail autour de... tout de suite, il y a eu un travail au niveau des arbres, des jardins, etc.
Et mon quartier a continué aussi d'évoluer dans ce sens, puisque le maire, comme il était entre guillemets, il était communiste, et il avait beaucoup il a essayé de développer le mouvement Alternativa, mais que je connais pas trop, mais quand j'étais petit, je voyais beaucoup ça. Et donc du coup, mon quartier n'est pas si mal, franchement, n'est pas si mal. Mais j'ai eu besoin de vivre le Covid, c'est-à-dire de rester bloqué dans mon quartier genre pendant plusieurs mois pour voir que mon quartier n'était pas si mal. Mais il n'est pas perçu comme pas si mal parce que on se raconte tous les jours que c'est la merde. Et ça, c'est ces anxiétés qui se chevauchent et ces imaginaires qui se chevauchent, c'est vraiment intéressant et peut-être que le travail d'après, c'est de voir comment les articuler. Oui. Oui. Et tout ça, ça nous ramène à nouveau au récit. Au récit, ce qu'on se raconte, ce qu'on se transmet, l'histoire qu'on porte, qu'elle soit réelle, qu'elle soit fondée, qu'elle soit fantasmée. T'évoquais tes origines familiales. Moi, toutes mes origines familiales, elles sont à La Réunion. Et alors c'est rigolo parce que les personnes qui sont venues vivre à La Réunion, il y avait des colons évidemment, il y avait également des vendeurs d'esclaves de fait, et du côté de ma famille c'était des engagistes, donc des personnes qui n'avaient pas de terrain mais qui avaient un peu de savoir-faire et à qui on a proposé une terre. Et ces personnes-là, elles sont de Boulogne-sur-Mer. Et moi qui ai grandi et qui suis né à Lille, du coup c'est rigolo parce que de n'importe quelle ascendance vers laquelle je me dirige, tout reconverge à nouveau vers cette région-ci où on se trouve. Et de ma famille, l'autre chose qui est rigolote, c'est que je suis le seul à ne pas avoir quitté la région Nord-Pas-de-Calais. Et cet enfermement que tu as évoqué sans employer le mot, c'est un parcours, en tout cas c'est quelque chose qui me parle. Alors sans ajouter à la même dramaturgie à laquelle tu faisais référence, hein, évidemment, mais dans tous les cas c'est assez aisé de se reconnaître dans tes pas, dans ce cheminement et dans ces interrogations. Tu parlais d'antidote aussi par rapport à ton travail d'écriture. Ça donne envie de découvrir le suivant du coup. Et pour autant pour refaire aussi le point avec le lien avec ce qui nous rassemble ici à travers le travail d'adaptation radicale. Moi quand j'ai parcouru ton livre à plusieurs reprises, je me suis dit, mais attends, tu parles pas du tout de la banlieue, toi. T'en parles pas. Comment c'est possible de faire l'impasse sur les quartiers, sur la politique de la ville, donc toute cette terminologie-là que non pas tu rejettes en bloc hein, dans ton livre, mais que tu mets à distance en tout cas par rapport à ton travail de design notamment après je me suis dit ah si c'est vrai à la fin j'en parle et du coup j'avais juste repéré, je sais pas si je vais le retrouver facilement, c'est vraiment à la fin hein, du coup et pour le coup on se retrouve à nouveau dans ces imaginaires de dystopie que tu évoquais. Alors, je commence par là, à Lyon. À Lyon, la situation n'est guère plus enviable. Le turbulent Rhône a emporté avec lui le plutonium encore stocké dans l'ancien site de Superphénix. La centrale nucléaire de Bugey n'a pas été épargnée, elle non plus. Il n'y a pas eu d'explosion, non, pas de champignons atomiques. Pas de ça en France, mais les Lyonnaises et Lyonnais ne tarderont pas à trouver qu'il aurait mieux valu périr dans la submersion de leur ville que par l'irréversible dispersion radioactive à l'œuvre. À Paris, la situation n'est pas aussi désespérée. Charlon, c'est un des personnages, Charlon a expliqué qu'un plan de reconquête de l'ensemble des arrondissements de la capitale était en cours,
avec l'ambition de rayonner sur le reste du territoire par la suite. La tâche aurait sans doute déjà été accomplie si seulement les militaires ne s'étaient pas mis à déserter par centaines. De nombreux quartiers parisiens ne sont pas encore sous contrôle, et les rares percées tentées vers la grande couronne se sont toutes soldées par de cuisants échecs. Ce que l'on nommait avant la banlieue, avec un dédain coupable, s'est transformé en muraille infranchissable. Non content d'avoir créé des conditions architecturales favorables pour tenir un potentiel siège de Paris, on a fait vivre dans les murs de cette enceinte des gens qui nourriraient à coup sûr un maximum de ressentiment à l'endroit de la précieuse, fragile et magique capitale, et qui ne manqueraient pas d'exprimer leur vengeance si l'occasion leur était donnée. Et du coup, c'est le seul point d'occurrence avec la banlieue, avec un imaginaire du coup qui et j'en suis désolé, est tellement éloigné de ce que tu proposes. Il aurait fallu que je découvre ton travail avant. Et pour autant, on est à nouveau dans ces logiques d'enfermement. Et donc, on imagine cette grande couronne et avec la volonté pour les personnes qui ont vite décampé, donc les tenants du pouvoir, sont partis un petit peu prendre le verre, on va dire, et maintenant ils veulent revenir sur place, sauf que cette espèce de périphérie, cette grande muraille, les en empêche, et donc la possibilité de construire, enfin comment dire, un petit peu comme n'importe quelle muraille dans une forteresse. Quand on est dedans, on est protégé. Quand on est à l'extérieur, éventuellement on peut tenir le siège où on veut y rentrer, mais dans tous les cas, ça devient un obstacle. Et ce que je voulais rendre comme image, c'était aussi l'éloignement des pouvoirs décisionnels, mais pas seulement l'éloignement, aussi l'isolement et le fait que se réfugier dans une forteresse ou vouloir y re-rentrer, ça ne peut pas fonctionner en fait. Et du coup, c'est mal pensé. Dans tous les cas, ça a été pensé pour un usage particulier. Et tu le décris très bien d'ailleurs dans ton livre, en refusant de prêter toute intention malveillante dans les architectes de l'époque. Et en évoquant le fait que les grands ensembles, c'était une ascension sociale à la base. Et c'est devenu quelque chose d'autre, quelque chose qu'il faut repenser avec l'existant. Et c'est ce travail-là, moi, que j'ai bien aimé dans ton livre. Et c'est sûr que si je l'avais lu avant, ce passage-là, de ce chapitre-là, en tout cas, il aurait été écrit différemment. Bon, je pense que ce que tu proposes reste quand même un renversement scénaristique intéressant et qui pourrait être. Je peux pas dire que ça pourrait arriver. C'est crédible et moi ce que je propose pour l'instant c'est plus mon imaginaire qui est à la périphérie. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai écrit ça que je vais faire semblant que c'est la réalité dans tous les quartiers et tous les banlieusards entre guillemets pensent comme moi, non pas du tout. Donc je pense que si on devait parler de scénario crédible, le tien aurait plus de probabilité que l'émergence de la banlieue du Turfu. Moi c'est un pari que j'assume totalement, mais c'est vrai que si chacun se raconte une histoire, de renversement, une histoire révolutionnaire, de résistance, ça va être difficile de faire émerger d'autres réalités, puisqu'on n'a pas eu le temps de les imaginer ou même de les concevoir juste une seconde. Et ce qui permet aussi de discuter des 4 R, je pense, d'adaptation radicale. Là, je ne les ai pas en tête, mais si quelqu'un peut les... Alors, il y a le R de réconciliation, il y a Oui. le R de restauration, Oui. il y a le R de renoncement et le R de résilience. En fait, en vrai, moi je pense que mon travail s'inscrirait avec plus ou moins, en tout cas en intention, dans 3 R, c'est-à-dire
la résilience, à savoir, nous vivons dans un territoire, oui, c'est pas Paris, oui, nous ne sommes pas millionnaires, oui, nous ne sommes pas Elon Musk, mais nous allons essayer de construire ensemble des choses. Il y a aussi la restauration par rapport à ce que j'ai dit. Les individus sont à moitié démolis, et ça, moi, je le sais. Et ça aussi, il y aura un travail de restauration psychologique au niveau individuel et collectif. Résilience, restauration. Renoncement. Et l'autre, c'est réconciliation. Réconciliation. Je vais parler du renoncement à la fin. Et réconciliation, c'est... Je ne cache pas que je ne m'y attendais pas, mais on est très divisé. Franchement, on est très très divisé. Là, je parle du contexte français. Et ne serait-ce que... on a parlé d'inclusivité, on parle aussi de diversité. C'est vraiment dur de faire venir des gens très différents dans un atelier. Mais ça, vraiment, dans tous les ateliers, hein, c'est pas que l'adaptation radicale. C'est un challenge peut-être mondial, mais moi, je connais le contexte français. C'est un challenge français. Aujourd'hui, il y a tellement de sous-groupes, de groupes d'intérêt, de communautés, et chacun a envie de développer ce qu'on appelle son safe space, son espace safe. Tout le monde veut son espace safe à soi, mais qui soit ouvert aux autres. En vrai, c'est pas si ouvert aux autres, parce que quand tu fais un safe space, déjà tu reçois des gens avec qui tu as des valeurs communes, ou des idées communes, ou un projet commun. Et je vais vous donner deux extrêmes là. On va parler d'adaptation radicale avec cette idée autour de l'effondrement. Et je vais vous donner un autre exemple, ce qu'on appelle les kamites. Vous connaissez les kamites, non? Les kamites, ce sont ce qu'on appelle des afro-descendants. Donc par exemple des Africains qui sont nés en France, qui vont dire que la civilisation égyptienne est une civilisation négro-africaine. La civilisation égyptienne est une civilisation négro-africaine, et qu'à partir de ça, on va dire que le monde occidental a spolié l'histoire des Noirs en blanchissant la civilisation égyptienne et en la présentant comme non africaine. Eux, ils vont créer une communauté, et à partir de cette communauté, vous allez avoir le concept d'effondrement, et ils vont avoir le concept de nation égyptienne négro-africaine antique. Vous allez partir de faits scientifiques qu'on ne peut pas discuter. Ils vont partir de faits scientifiques qu'on ne peut pas discuter, parce que tel savant, et notamment un savant qui s'appelle Cheikh Anta Diop, il a travaillé sur les momies, etc., sur des recherches biologiques qui prouvent que, pas toute la civilisation égyptienne, mais en tout cas une partie a été négro-africaine. Et à partir de ça, ils vont créer leur espace où ils vont pouvoir discuter de ces sujets. Maintenant, si moi, demain, je veux réunir Adaptation Radicale et les Kamites, la communauté Kamite, c'est possible et presque impossible, tant qu'il n'y a pas une petite volonté déjà qui est née de réunir ces difficultés. Mais moi, je traverse des mondes. Là, c'est juste deux exemples que je vous ai donnés. Demain, je veux repartir dans d'autres types d'environnements. Et moi, comme je travaille sur les imaginaires, bon, j'ai pas fait un doctorat, mais j'ai commencé à élaborer un projet de thèse sur les imaginaires. Comment je fais pour articuler autant d'imaginaires différents, qui, entre guillemets, disent qu'ils ont envie d'être inclusifs, mais je sais que c'est pas vrai. C'est vrai en mode discours logos, mais en soi, on veut être avec des gens avec qui on se comprend, on va discuter déjà pour se décharger émotionnellement, parce que dans d'autres endroits, on ne peut pas parler de ça. Je crois que c'est Carmen qui disait que elle a eu du mal à discuter avec ses proches de tous ces sujets-là. Le Kémite va avoir du mal avec sa communauté afro-descendante, même avec ses... Mais vous croyez que parce que vous dites à mon père que oui, les Égyptiens étaient des Noirs, que lui, il va me regarder, ah c'est trop bien, lui il s'en fout, il est venu en France, il est venu travailler, il est éboueur, il a fait son travail, il a envoyé son argent en Afrique, il a fini son job, il va pas chercher plus. Donc tous ces petits safe space qui se créent, pour l'instant, moi j'arrive pas à les articuler. Et c'est ça mon prochain travail, c'est d'inventer une méthodologie ou quelque chose qui va pouvoir articuler tous ces mondes. Et ce quelque chose, je dis vraiment qu'il faut l'inventer, parce qu'on n'est pas habitué à lier un tel niveau de perception. Et donc du coup, peut-être que ça existe, mais il y a quelque chose à formaliser. Sinon, c'est trop dur de sortir une personne de son espace
safe pour le dire, ah viens, demain, viens à Lille, on va discuter avec une autre communauté sur un autre sujet et ça va être trop bien parce qu'on va pouvoir échanger. C'est entre guillemets utopique dans le sens, là dans le mauvais sens. Pour ce faire, il faut créer quelque chose qui permette ça. Ce sera la charge d'adaptation radicale pour les deuxième rencontre francophone d'inviter. En tout cas, je trouve plein d'ouverture tout ce qui a été proposé. Alors cet échange est très riche. Je m'attendais à rien en particulier, mais je suis très très contente de cet échange. Il augure aussi peut-être des réponses ou d'autres rendez-vous pour justement voir à travers ton travail, Macan, et à travers la publication de ce deuxième ouvrage, peut-être d'autres réactions d'autres publics et peut-être une autre écoute aussi des médias et d'autres personnes qui vont relayer justement une autre façon de voir l'écologie. Je suis vraiment très très contente de t'avoir rencontré, Laurent, et je crois qu'il y a dans ces lectures, dans ces récits nouveaux et dans les romans, on accède à quelque chose et ça nous permet aussi de réfléchir sur notre condition à nous et sur notre propre mortalité, du coup. Ça fait partie des ères de la résilience et de la façon dont on veut envisager le monde, sans se mentir, entre guillemets, et en essayant d'assumer collectivement ce que nous allons faire. Je crois aussi que tu as soulevé des choses que je n'avais pas du tout dans conscience, en fait. Donc merci pour ça. Je vous dis vraiment merci encore d'être venu et puis pourquoi pas notre rendez-vous plus tard pour recouper avec un petit peu plus d'expérience et un œil nouveau. Merci d'être venu. Merci Macan, merci Laurent. Merci, au revoir.